Hem, le fait est que j'ai commencé véritablement à m'intéresser de près à la question du ransomware, allez, fin 2019, mais vraiment, vraiment début 2020. Hem, il y a 3 motivations en fait qui m'ont porté. La première, c'était améliorer en fait la perception de la réalité de la menace et de son ampleur. Heu, Parce que finalement, en dehors de quelques gros titres, de ci de là, on a parlé récemment de Colonial Pipeline, cet opérateur d'oléoduc aux États-Unis. Mais voilà, une actu chasse l'autre, on oublie, on baisse la garde. C'est pas quelque chose c'est pas une chose à laquelle on reste spontanément vigilant dans la durée. Donc il me paraissait important d'essayer d'améliorer, de contribuer en tout cas à essayer d'améliorer cette perception. Hem, je voulais aussi, bah, comment dire? Essayer d'aider à renforcer la compréhension des faiblesses qui sont à traiter, de celles qui sont exploitées par les attaquants. Parce que, bah, mine de rien, on a beau être au courant de vulnérabilités dans des systèmes, avoir des alertes régulièrement, les correctifs sont là, ils ne sont pas toujours appliqués en temps et en heure comme il faut et certaines vulnérabilités sont vite exploitées par des attaquants. Et puis aussi parce que voilà, je voulais essayer d'en savoir un peu plus, ne serait-ce que pour moi dans un premier temps, sur les pratiques des rançonneurs, sur ce qui va se dire en coulisses dans les négociations, et sur ce que ces négociations peuvent nous apprendre. Et c'est d'ailleurs de fil en aiguille, à travers le suivi, l'observation de dizaines et dizaines de négociations comme ça, bah, que j'ai retiré pas mal de papiers parce qu'il y avait beaucoup de choses à en apprendre. Et tout ça m'a paru important parce qu'en fait, je pense que, on ne mesure pas la gravité de ces attaques. Hem, Récemment, on en a eu une début mai, c'était sur, le groupe Ops, qui est la maison mère en fait de colis privés. Alors on a parlé de colis privés, parce que les clients finaux de colis privés, ceux qui devaient se faire livrer des colis, bah, les recevaient pas, comprenaient pas, recevaient une information de la part de colis privés qui était, franchement très, très réduite, du moins dans un premier temps. Et en fait, il y a une autre maison, enfin une autre entreprise qui fait partie du groupe Ops, c'est Adrexo. Et on en a reparlé récemment parce qu'ils ont eu du mal à livrer, les professions de foi, politiques, enfin la propagande politique, hein, électorale. Hem Et le truc qui m'a embêté, c'est que quand ils ont commencé à parler, de la cyberattaque qui les avait touchés, bah, tout le monde a commencé à se moquer. Enfin, pas forcément tout le monde, mais beaucoup de gens. Et je pense que, ça «m'encourage» entre guillemets dans l'importance de l'effort de sensibilisation et de pédagogie qu'il peut y avoir à faire sur le sujet, dans la mesure où pour peu qu'on ait une petite idée de la manière dont les choses se passent, de la gravité potentielle de ces attaques, bah, on n'a pas forcément envie de se moquer et on a envie de se dire: «Ouais, un mois après, il est tout à fait possible, plus d'un mois après, il est tout à fait possible que l'activité d'Adrexo, du groupe Ops en général, reste perturbée, par cette cyberattaque», même si elle a eu lieu donc début mai. Le, mmh, le constat, enfin partant, voilà, j'ai fait plusieurs constats, entre la fin 2019 et le début 2020. La 1re chose, c'est que, on n'a finalement pas beaucoup de statistiques qui permettent de se donner une idée de la menace et de son évolution. Même si la statistique ne sera jamais complète, même si on n'aura jamais une vision complète de la menace, quelque part, pour peu qu'on soit sur une méthode d'observation, qui soit la même à travers le temps, on peut observer et dégager des tendances. Et ça permet déjà de se faire une petite idée. Le on Franchement, on a les éditeurs qui de temps en temps envoient des éléments, chiffrés, qui parlent de dizaines de milliers, de centaines de milliers de nouvelles menaces tous les mois, tous les jours, machin et cetera. Bon, il y a énormément de FUD là-dedans. Mais c'est pas quelque chose de fiable en soi. C'est à un moment donné, ils envoient un communiqué, ils cherchent à pousser leurs produits. Ça fait partie d'une stratégie marketing, de communication, très bien, grand bien leur face. Mais quelque part, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement exploitable pour, travailler la perception de la menace dans la durée.
On a Acima, qui est le GIP, Acima, qui s'occupe qui opère le portail cybermalveillance.gouv.fr, qui a été créé en 2017 avec notamment et parmi d'autres l'objectif d'améliorer la quantification pardon, de la menace. C'est pas pour rien hein, que des assureurs se sont associés à la démarche. Eux aussi étaient intéressés par l'idée d'avoir des chiffres là-dessus, d'avoir des statistiques pour pouvoir mesurer l'ampleur du risque. Oui, je vois un commentaire, Jérôme Notin. Merci à lui d'ailleurs qui m'envoie tous les mois, au premier du mois, les chiffres collectés par cybermalveillance.gouv.fr. Ça permet d'alimenter la donnée statistique et de donner une vision, encore une fois, sur l'évolution de la menace. Et il le fait spontanément, je n'ai même pas eu besoin véritablement de lui demander, et je l'en remercie. On a aussi, ce qui rend la chose difficile, c'est qu'il y a toujours la tentation de cacher les incidents par les organisations qui en sont victimes. Pas plus tard que ce matin, on m'a signalé un assureur français, Assu 2000, dont le site web est en panne et qui dit sur Facebook qu'il est confronté à un souci technique. Il me dit ça depuis hier. Plusieurs sources concordantes m'indiquent aujourd'hui qu'ils sont victimes d'une attaque de ransomware, que c'est Conti. Mais on voit bien que la tentation de le cacher, elle est malheureusement encore là. C'est qu'un exemple hein, parmi d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, mais encore une fois, ça n'aide pas à améliorer ou à répandre la perception du risque et de son ampleur. Après, pour ceux qui sont victimes et qui ne cherchent pas trop à le cacher, ou qui du moins n'ont pas vraiment le choix que de le divulguer, on a une autre difficulté, c'est la tendance à surjouer la sophistication des attaquants, d'un côté, et de l'autre, à minimiser l'impact. Pourquoi ? Parce que, il faut chercher à montrer que on n'a pas été pris en faute, on a fait tout ce qu'il fallait, on a des contrôles de sécurité, des moyens de défense qui sont au top, et tout va bien, on est super costaud, mais eux, ils étaient juste vachement plus forts, et puis on n'a rien vu passer. Alors que malheureusement, quand on y regarde de près, c'est loin d'être le cas. Souvent, très largement. Et puis de l'autre, minimiser l'impact, donc pour rassurer les investisseurs notamment, parce que ceux qui ont généralement tendance à communiquer le plus spontanément, on va dire, ce sont ceux qui sont cotés, qui ont besoin qui sont contraints en fait réglementairement à une certaine transparence vis-à-vis de leurs investisseurs. Voilà, donc on a cette dualité. Et puis enfin, personne ne parle véritablement de ce qui se passe en coulisses dans les négociations. Donc, l'un des points d'inflexion pour moi, ça a été début 2020 avec l'attaque de Maze contre donc la cyberattaque avec un ransomware, Maze, conduite contre Bouygues Construction. Là, j'ai commencé à aller un pas au-delà de simplement relater, entre guillemets, ce que pouvaient dire les attaquants, ce que pouvait dire la victime. J'ai cherché à me pencher, à m'intéresser sur les points d'entrée potentiels utilisés par les attaquants, les points de vulnérabilité qui pouvaient être observés dans l'infrastructure exposée, dans l'infrastructure IT, exposée par Bouygues Construction sur Internet. Ça, c'est un premier point d'inflexion. Le deuxième, en fait, c'est durant le premier semestre, ça commence vraiment à tourner au feu d'artifice. Et là, je commence à me pencher sur les négociations. Je commence à en suivre quelques-unes, notamment chez les victimes du gang Revil avec le ransomware Sodinokibi. Et comme ça, vraiment pour ma culture personnelle, et puis pour essayer de savoir ce qui se dit en fait dans ces négociations, savoir s'il y a des choses à en apprendre. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à en apprendre en fait. Et puis enfin, troisième inflexion, donc ça a été en septembre dernier, Jérôme Billois de Wavestone, Michel Cazenave et Fabien Rodès sur Twitter me suggèrent de faire un graphe
et même une frise chronologique. Et je me dis: «OK, c'est intéressant, c'est un petit peu de travail, il va falloir reprendre de l'historique», et là, je reprends autant d'historique que je peux, depuis janvier 2020, en fait, pour aller rechercher, toutes les attaques qui ont été, rendues publiques. Pas simplement celles qui ont été divulguées par les attaquants, quand ils pratiquent la double extorsion, c'est-à-dire que non seulement ils chiffrent les données de leurs victimes, mais en même temps, ils en prennent au passage et menacent de les divulguer. Et en fait, l'idée, c'est, paye la rançon, pour que non seulement je te donne de quoi déchiffrer tes données, mais en plus que je ne divulgue pas les données que je t'ai volées. Hem, heu, on a ça, c'est relativement facile parce que les attaquants ont des sites vitrines. Donc, il suffit de suivre les sites vitrines, et de voilà, de remplir un tableau Excel. Le suivi est pas fondamentalement compliqué. D'autant plus qu'il y a depuis plusieurs comptes Twitter et autres qui ont industrialisé le process, et il suffit quasiment de les suivre pour avoir une petite idée de la chose. Hem, mais là, il s'agissait en plus de rechercher tout ce qui avait pu être dit en presse, francophone, anglophone, germanophone, italophone, hispanophone, heu, pour essayer de faire un inventaire en fait de ce qui avait pu être rendu public et comme attaque, histoire d'avoir une vision un peu plus complète à l'échelle du monde entier. Ça m'a pris du temps. Mmh, et depuis, je continue, voilà, au quotidien. Alors, du coup, tout ça, ça m'a amené à faire évoluer, assez significativement en fait ma pratique, métier. D'abord, je parlais de l'exemple de Bouygues Télécom pour aller chercher des points d'entrée. Heu, je jouais entre guillemets déjà à faire, ce qu'on appelle de l'OSINT, donc du renseignement en source ouverte, par le passé, mais c'était vraiment très, très dilettante. Là, comment dire? Je fais ça de manière beaucoup plus régulière, on va dire. Il s'agit de chercher à à établir, à déterminer la surface d'exposition, de la victime. Et là, on cherche les noms de domaine. Je dis bien «les» parce que pour une entreprise, on va avoir du .fr, du .com. Quand on est sur un groupe, on va avoir, des noms de domaine pour des filiales et généralement pas qu'un. Il faut chercher à voir à «modéliser» entre guillemets, l'infrastructure, la surface exposée, et chercher, où aller chercher, d'éventuelles vulnérabilités. Alors c'est la première étape, les enregistrements DNS. Seconde étape, aller faire un tour sur leur historique, avec des outils comme Passif Total, ou Security Trails. Hem, à partir de là, ça peut être aussi aller chercher les plages d'adresses IP qui vont être attribuées à telle entreprise, qui vont être utilisées notamment pour exposer certains services, mais qui sont et fournis en fait, des adresses IP qui sont fournis par des tiers qui sont comme un hébergeur, un opérateur télécom. Parce que peut-être qu'il y a eu une adresse IP voisine qui est aussi utilisée, mais qui elle est pas, associée à un enregistrement DNS. Hem, donc ça peut être des petites extensions à aller chercher autour d'une adresse IP, à aller chercher autour pour aller trouver d'autres systèmes potentiellement exposés. C'est là qu'entrent en jeu, d'autres services. Alors tout le monde connaît Shodan, un moteur de recherche spécialisé. C'est loin d'être le seul que j'utilise. J'utilise aussi beaucoup Onif. J'ai vu que Patrice était dans les parages. Bonjour Patrice. Hem, le ces outils sont extrêmement utiles, notamment pour trouver des systèmes qui sont exposés sur internet par une entreprise et qui ont été vulnérables, on va dire affectés par une vulnérabilité à un moment ou à un autre. Un moment ou à un autre, parce que l'exploitation d'une vulnérabilité peut être faite très, très vite pour un accès initial, mais l'attaque finale, celle dont on va entendre parler à la fin, au moment où le ransomware détonne, où la charge de chiffrement est activée par les attaquants, entre les 2, il peut se passer énormément de temps. J'avais discuté comme ça avec les attaquants,
qui s'en était pris à Dassault Falcon Jet, qui m'avait indiqué, c'était au mois de décembre dernier, il m'avait indiqué être dans le système d'information de Dassault Falcon Jet depuis 6 mois. Et en fait, ONIF permettait de retrouver la trace d'un système Citrix Gateway, qui avait été affecté par une vulnérabilité au mois de mars précédent. Je leur en ai parlé aux attaquants et ils m'ont bien confirmé qu'ils étaient entrés par là. Voilà, ce genre de choses. Alors, il y a des systèmes qui sont vulnérables comme ça, qui peuvent être exposés pour servir de point d'entrée. On va aussi trouver des services des ports de postes de travail, donc des services d'IRDP, qui permettent d'accéder à distance à une machine Windows et à travailler dessus à distance, comme si on était juste derrière, en fait, avec sa souris et son clavier. Et malheureusement, il y en a beaucoup de services comme ça qui sont exposés sur Internet directement sans être sécurisés de manière appropriée. Et les attaques sur ces services ne manquent pas, malheureusement. Donc c'est un autre point d'entrée potentiel pour les attaquants. Et puis il y a aussi d'autres points d'entrée comme du phishing, avec le détournement de machines pour faire partie de botnets. On a eu Emotet qui a été démantelé au mois de janvier. Aujourd'hui, on a des prétendants à la succession comme Trickbot ou ICEDID. On peut potentiellement, à partir d'un email de spam, trouver des indications sur d'autres victimes, en fait, et d'autres ordinateurs qui ont été détournés et intégrés au botnet. Il y a une boîte italienne qui avait mis en place un site à Vibin Emotet au mois de septembre dernier, qui était extrêmement intéressant. Et j'ai fait dessus une surveillance régulière, en fait, de plusieurs dizaines de noms de domaines français plus ou moins critiques, plus ou moins sérieux, et on trouvait malheureusement des collectivités territoriales qui étaient affectées et qui parfois peinaient dans le temps à faire le nettoyage nécessaire, des organisations du monde de l'éducation, plus ou moins réactives, certaines franchement super réactives. Voilà. Et puis la troisième pratique que j'ai ajoutée à mon arsenal, ça a été la chasse aux échantillons de ransomware. Donc il y a des entrepôts entre guillemets à code malicieux qui sont plus ou moins connus. Le plus connu d'entre eux, c'est Virus Total. Il n'y a pas celui-là. Il y en a beaucoup qui méritent que l'on se penche dessus et sur lesquels on peut aller faire de la chasse aux échantillons de maliciels. Aujourd'hui, j'ai même une ou deux règles maison qui me permettent d'aller chercher des échantillons selon une famille. Par exemple, j'ai une règle. Tiens, je veux des échantillons. Est-ce que tu as des échantillons du ransomware Sodinocubi qui datent d'avant-hier, ou d'il y a 3 jours, ou d'il y a 2 mois, etc. Ce genre de choses permet de rechercher. Je remercie au passage Sébastien Larigné, qui ne manque pas de m'aider régulièrement sur le sujet, ou qui m'a aussi beaucoup aidé sur l'analyse de certains échantillons qui avaient été impliqués chez Soprasteria à l'automne dernier, et qui permettaient de reconstruire la chronologie de l'attaque, et de déconstruire un petit peu la communication de l'intéressé de Soprasteria. Résultat de tout ça, je suis pas mécontent de ce qu'on arrive à faire une fois par mois, donc avec un bulletin météo ransom mensuel, avec l'aide d'Acima, mais aussi d'Advance, Cyber4You, eTracing, Intrinsec, Easy Sequoia et Synetis. J'ai envie de les mentionner pas pour faire de la pub, mais juste pour leur dire merci, parce que ils apportent une vraie grosse contribution avec leur regard. Ils ne me parlent pas des victimes pour lesquelles ils travaillent, ils ne me donnent pas de nom, on est bien d'accord là-dessus. Mais ils me donnent des indications sur le nombre d'incidents qu'ils ont pu être amenés à traiter, ou sur les typologies d'incidents, les vecteurs d'intrusion qui ont été utilisés dans les attaques, etc. etc. C'est extrêmement instructif, et ça permet de donner une idée de
ce que peuvent pratiquer en ce moment, ce mois-ci, le mois dernier, les attaquants et où est-ce que les entreprises auraient intérêt à concentrer leur attention en termes de protection. Le suivi des négociations derrière, m'a fait déboucher en fait sur pas mal de papiers. Heu, alors, d'une part des articles sur, les points d'entrée utilisés par les attaquants et comment s'en protéger. Parce que les attaquants n'hésitent pas dans les négociations régulièrement à dire par où ils sont passés et comment ils sont, entrés, chez leurs victimes. Récemment, j'ai même fait un papier qui était «assez rigolo» entre guillemets, enfin ça qui mais qui est techniquement intéressant et pertinent, à savoir les recommandations de sécurité, fournies par les attaquants eux-mêmes. Parce qu'ils en fournissent et certains vont très, très loin dans les recommandations qu'ils produisent. Et ça aussi, c'est intéressant. Il était intéressant aussi de voir comment, certains, s'attaquent, au système de sauvegarde. Parce qu'on face au ransomware, on dit régulièrement: «Bah, sauvegardez, sauvegardez, sauvegardez». Oui, mais pas n'importe comment. Voilà, on a des cas où on a observé des cas, des situations où les sauvegardes ont été compromises par les attaquants. Et voilà comment ça s'est passé, voilà les points de faiblesse et derrière, ça donne l'occasion aussi d'écrire des papiers plus orientés conseils, on va dire, sur comment construire son architecture de sauvegarde pour se prémunir de ce genre de choses. Hem, voilà et puis enfin, le 3e point que je trouve intéressant qui m'a valu une conversation téléphonique avec certaines autorités il y a quelques semaines, c'est que ça donne une vision sur on va dire, la situation du point de vue de l'attaquant. À savoir, est-ce que l'attaquant est particulièrement actif ou pas? Est-ce que l'attaquant est plus ou moins, comment dire? Est-ce que ces attaques réussissent? Non pas au sens, ils ont réussi à entrer chez la victime, ils ont réussi à faire détonner, leur ransomware, mais est-ce qu'ils ont réussi à faire payer? Parce que finalement, c'est ça leur but ultime, c'est faire payer leurs victimes et est-ce qu'ils y parviennent ou pas? Et c'est comme ça que je dois en être à mon 3e, 4e point de situation aujourd'hui sur le gang, Revil avec le ransomware Sodinokibi et en fait, ils font beaucoup parler d'eux, mais leurs affaires tournent pas si bien que ça. Hem, j'ai pu faire la même chose aussi sur DarkSide qui m'avait l'air de rencontrer beaucoup plus de succès avant sa disparition. Hem Et Avadon qui avait fait un mois de mai, relativement fort, avec 20 25 victimes qui avaient payé en l'espace de 3 semaines au mois de mai. Hem, voilà. Hem, je sais pas ce que je peux vous dire de plus, sinon que ça demande beaucoup de temps. C'est un gros travail d'enquête et de suivi au quotidien, mais c'est extrêmement intéressant et je vois juste passer une question d'Ariel Actif à Froid. Il se demande si on peut faire confiance, aux recommandations des attaquants. Heu, honnêtement, quand je compare certaines de leurs recommandations, celles que j'ai publiées en tout cas, la semaine dernière, avec les recommandations que j'ai pu avoir et publiées d'experts, du domaine à l'automne dernier sur où concentrer ses efforts de détection, où concentrer ses efforts de prévention. Oui, on est sur des conseils qui sont tout à fait honnêtes et qui sont tout à fait sérieux. Après à la question de savoir, ce qui était le 2e volet de votre question, est-ce que l'on peut faire, est-ce que les attaquants, gardent, de quoi, revenir chez leurs victimes, qu'elles aient payé ou pas? Oui, j'en suis convaincu. J'en ai eu l'exemple au mois de septembre dernier. On m'avait glissé au mois de juin précédent, au mois de juin 2020, que Elior avait été victime d'une attaque, d'un affidé du groupe Revil avec le ransomware Sodinokibi et à la fin du mois de septembre, à la fin du mois de septembre,
Un membre de ce gang me contacte en message privé, sur Twitter, en me suggérant très, très fort d'aller regarder du côté de l'une de leurs fuites de données, de l'une de leurs divulgations de données sur leur site vitrine. Parce qu'il y avait des choses qu'ils cherchaient à monétiser, manifestement ils n'y arrivaient pas, donc ils voulaient qu'on en parle. Alors je l'ai pas fait, mais je lui ai posé une question. Comme personne n'avait parlé d'Elior, je lui ai demandé: «Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Elior?» Et là, sans que j'aille plus loin dans ma question, l'interlocuteur, le membre du gang, m'envoie ce qui n'était d'autre ce qui ne ressemblait en tout cas qu'à une copie, une capture d'écran d'une sortie en fait de ce qu'on peut avoir avec un outil comme Mimikatz, pour aller récupérer les éléments d'authentification, les jetons d'authentification ou des mots de passe directement dans la mémoire de Windows, dans la mémoire d'une machine Windows qui a été compromise. Et les nomenclatures de domaine Active Directory que l'on pouvait voir dans la capture d'écran faisaient clairement référence à Elior. Je les ai contactés immédiatement. Ils n'ont pas du tout été contents, manifestement. Mais voilà, le fait est que cet échange montre que si Elior n'avait pas pris la peine, après l'attaque du mois de juin 2020, de faire un nettoyage en profondeur de son annuaire, des éléments d'identification, enfin d'authentification de ses utilisateurs, de ses machines, etc. Si cet effort-là de nettoyage en profondeur n'avait pas été fait, l'attaquant s'était gardé les moyens de revenir. Donc oui, il garde des choses. Après, question suivante logique, pourquoi donne-t-il ces conseils? Ça fait généralement plus ou moins partie du deal. En fait, dans les négociations, ce que l'on voit très très fréquemment, c'est que la négociation s'engage avec au départ un échantillon. Alors, soit la victime va demander à déchiffrer, à l'attaquant qu'il déchiffre un ou deux trucs, un ou deux fichiers, pas trop gros, pas trop critiques, sinon l'attaquant va pas vouloir. Pour bien faire la démonstration de la capacité de l'attaquant à déchiffrer les données. Derrière, l'attaquant fournit fréquemment un extrait d'environ 30% de la liste des fichiers qui ont été volés, avec l'arborescence, etc. Derrière, la négociation s'engage, ou pas, soyons bien clairs. Je suis très content quand j'en vois plein qui refusent de simplement, ne serait-ce qu'entamer la discussion, ou qui disent à l'attaquant allez vous faire voir, tout simplement. Ça fait toujours plaisir à voir, ça montre que bon, ce sont les entreprises qui sont victimes, elles ont les moyens de repartir, de reconstruire leur environnement, de repartir sur la base de sauvegarde. C'est toujours plus positif à voir que de voir une entreprise qui va se battre pour récolter 10 000 $ ici, 10 000 $ là, prendre un petit crédit perso, aller emprunter des sous à ses collaborateurs, à ses employés, pour pouvoir réussir à réunir 150 000 $ et payer la rançon et récupérer ces données. On en voit des cas tristes comme ça aussi, hein, malheureusement. Et derrière, avec le paiement de la rançon, le deal, c'est généralement l'outil de déchiffrement, qui malheureusement est un outil de déchiffrement qui est très artisanal, qui doit être appliqué poste par poste, après avoir désactivé l'antivirus, après qui doit être activé en mode administrateur, etc. Il faut vraiment passer poste par poste. Donc se dire je vais payer, ça va me permettre de repartir vite. On l'a vu avec Colonial Pipeline, le PDG a décidé de payer 4,5 millions ou 4,4 millions pour pouvoir repartir vite. Il s'est vite rendu compte, et il l'a reconnu, hein, que juste c'était pas possible, ça marchait pas. Donc il a reconnu avoir en fin de compte avoir réalisé n'avoir payé pour rien, pour Cayman Fils. Le reste du deal,
c'est derrière, ça va être le listing complet de ce qui a été volé, ce qui peut être pratique parce que ça peut permettre, tout de suite de se faire une idée plus vite de l'ampleur des dégâts. Il faut bien réaliser que, pour une entreprise, la phase d'investigation, enfin le moment où on se dit, enfin le moment où on s'aperçoit qu'il y a un truc qui va pas, les entreprises qui refusent de dire que 1 c'est une cyberattaque, que 2 c'est un ransomware, elles sont un petit peu hypocrites parce qu'un ransomware ça se voit même relativement vite. Euh, c'est pas un truc qu'on met 3 semaines à diagnostiquer. En revanche, réussir à établir ce qui a pu être exfiltré par les attaquants pendant tout le temps où ils sont dans ces informations, ça c'est carrément notre paire de manches. Bon, ça ne veut pas dire que le listing qui est fourni par les attaquants est sincère. On ne peut pas se considérer que ça va être complètement sincère. Ça. La preuve, ils gardent bien de quoi revenir dans l'environnement après coup. Donc, on ne peut pas prendre pour argent comptant qu'ils n'ont rien pris de plus que ce qu'ils disent avoir pris. Et puis enfin, dans le reste du deal, c'est entre guillemets ce que certains appellent un audit de sécurité. Donc ça va être les explications sur par où ils sont entrés comment. Et enfin, des conseils sur voilà ce que vous devez renforcer en termes de sécurité pour éviter que ça se reproduise. Et comme je le disais, ces conseils sont loin d'être farfelus. On apprécie ou on n'apprécie pas, mais c'est loin d'être farfelu. Avant que on passe aux questions de Marc Colanier, j'avais un point pour toi que il me semble pas que tu l'aies abordé. On va voir ce que tu peux nous en dire. Là, tu nous as parlé beaucoup à la fois de ton travail, de ton contact avec cette mafia, si je puis dire, des modes opératoires. Mais tu nous as pas dit si toi, des sociétés qui étaient victimes ou qui ne le sont pas, mais qui souhaitaient avoir de l'info, pouvaient te contacter ou t'ont déjà contacté et les échanges que tu pouvais avoir avec ces sociétés-là. Alors, j'ai assez souvent des contacts par LinkedIn ou par Twitter sur des gens qui peuvent me filer des tuyaux. Sur des victimes ou peuvent me poser des questions sur la situation. Typiquement, sur un cas comme le groupe Ops ou comme aujourd'hui Assure 2000, j'ai eu les deux cas avec des gens qui m'ont contacté en privé pour me poser des questions. Compte tenu des questions, je soupçonne dans les deux cas que ce soit des salariés, en fait. Parce que les questions qui reviennent souvent, c'est vous pensez que ça prend combien de temps pour s'en sortir d'une situation pareille, etc. Donc ça, c'est très fréquent. Après, bon, moi, je contacte régulièrement des entreprises qui sont victimes dès lors que j'ai l'occasion de l'apprendre. Il y a deux cas qui sont généralement appréciés, qui permettent de délier les langues. C'est quand je commence par faire ce travail d'enquête, en fait, ce travail d'OSINT, sur l'exposition de l'entreprise. Tu vas trouver des enregistrements MX, donc des déclarations de serveurs de messagerie, qui sont pas forcément très pertinents et qui peuvent être, malgré une sécurité, malgré des systèmes de filtrage de la messagerie qui soient en place, en fait, la configuration MX peut permettre de détourner ça et d'aller taper directement sur le serveur de messagerie en contournant les protections. Et j'ai déjà vu au moins 2 fois le cas où une attaque était passée par là. Et j'ai eu l'occasion de fournir ce conseil ou juste de me rapprocher de l'entreprise victime et de dire vous avez un système là, avant-hier, il était encore exposé, il répondait encore, il était encore vulnérable. Pensez-y. Et puis surtout, quoi que vous fassiez, n'oubliez pas de nettoyer, ne négligez pas en fait l'importance et la comment dire, la portée de l'attaque et de la compromission de votre système d'information. Parce que c'est la tentation la plus grande, en fait. La tentation la plus grande, c'est de négliger toute la phase de nettoyage pour pouvoir reprendre l'activité rapidement. Quand une entreprise est victime de ce genre de choses, selon le type d'activité, les pertes d'exploitation peuvent grimper super vite. Donc,
même pour celles qui sont assurées, même pour une grande entreprise. Aujourd'hui, on sait que l'assurance cyber, c'est quelque chose qui concerne principalement les grandes entreprises, mais sur des grandes entreprises qui font des milliards de CA par trimestre, une cyberassurance, perte d'exploitation à 10 ou 20 millions d'euros, c'est quelque chose qui va être bouffé en 2 jours. Donc on va pas très loin avec ça. Donc la tentation va être très très forte d'essayer de repartir vite. Heureusement, les grandes entreprises n'y cèdent généralement pas, mais pour de petites, surtout quand c'est vraiment une question de vie ou de mort, bah oui, ça peut être tentant d'essayer de repartir vite, et du coup, si le nettoyage n'est pas fait comme il le faut, bah, on se retrouve à laisser des portes ouvertes et des boulevards pour les attaquants pour qu'ils reviennent. Alors, je te poserai une question à la fin si elle ne vient pas d'ici là. Pour l'instant, on va demander à Reina de remettre le panel et on va laisser Marc Colagnier te poser ces 3 questions. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. Je t'en prie. Oui, en fait, j'en aurais. On est obligé de se limiter à 3 questions. La première est. Vas-y. En fait, j'en ai pas parce que si la première qui me vient à l'esprit est complètement bateau dans notre métier. En fait, c'est l'antique, la très très vieille histoire du full disclose et l'attitude américaine par rapport à l'attitude française, tant d'un point de vue, tant au terme de la loi que dans les attitudes sociétales. Est-ce que toi, alors il s'agit d'une question purement personnelle, est-ce que tu serais favorable à un durcissement justement de ce qui concerne la divulgation de ces attaques? Je parle d'une divulgation publique et non pas une communication du genre Allô Lancy, j'ai mal aux pieds. Et d'une obligation de prévenir la totalité des personnes susceptibles d'être concernées par un courrier de surface. Rien qu'en prix du timbre, ça commence à faire très mal. On sait très bien aux États-Unis combien ça a motivé, on va dire, les entreprises qui en avaient été victimes. La seconde, c'est est-ce que tu as toujours auprès des gens que tu contactes, auprès des victimes que tu contactes, une réponse claire sur les méthodes de financement de la rançon? Par exemple, j'ai pas d'exemple précis, mais par exemple, une banque qui se serait fait avoir et qui, dans la semaine qui suit, se trouve victime également d'une escroquerie au patron traditionnel, et puis d'un seul coup, l'argent doit être débloqué ou l'argent a disparu parce qu'il a été débloqué de façon indue. Voilà, voilà pour les 2 premières. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Alors, ok. D'abord, pour ta première question, oui, j'y suis complètement favorable, à 2 niveaux. Le premier, il y a beaucoup d'entreprises qui ne disent strictement rien, mais pas même à leurs partenaires. Typiquement, il y a des secteurs dans lesquels la communication, c'est littéralement l'omerta. De ce que j'ai pu voir jusqu'ici, grande distribution en général, et je ne parle pas juste de la partie finale et visible de la grande distribution, je parle des acteurs de la chaîne du froid derrière, etc. Franchement, je vois pas. C'est vraiment omerta. Le monde du transport m'a l'air pas très doué non plus, hein, côté transparence et communication. Bon, après, il y a encore beaucoup de variations, ça change vraiment d'une entreprise à l'autre. Par exemple, les transports Phaton, le PDG a très très vite accepté de m'avoir au téléphone et de répondre à mes questions dès lors que j'ai vu qu'ils avaient été attaqués. Voilà, il y a vraiment une grosse variabilité. Maintenant, sur le fond, je pense que, il serait très bien que les entreprises victimes aient une obligation de communiquer au moins auprès de leur écosystème partenaire immédiat,
ne serait-ce que pour tenir compte des éventuels risques de propagation, et je parle de détournement de leur système de messagerie pour aller propager du mal spam, etc., ce genre de choses. Sans même parler des potentiels échanges de fichiers via des accès liants, comme on a pu le voir, etc. C'est une première chose. Après, alors, on va toujours te dire, enfin, moi je me souviens qu'on m'a fait la remarque, j'ai eu la remarque, quelqu'un qui trouvait que c'était pas bien ce que je faisais, de dire quand je trouvais qu'une entreprise était victime d'une cyberattaque et que je l'écrivais, on m'a reproché de faire la rubrique du bal des cocus ou des chiens écrasés, bref. Moi je pense que c'est important parce que quelque part, si on passe son temps à garder ça garder ça complètement caché, on ne mesure pas la réalité du risque. Et en l'état, je suis à peu près convaincu que, à part les grosses entreprises du CAC 40, je n'irai même pas jusqu'à dire la totalité du SBF 120, je ne pense pas que tout le monde prenne la mesure du risque et de la menace. Et encore, dans ceux qui l'ont, c'est peut-être certains acteurs au sein de l'entreprise, comme par exemple le RSSI. Mais aller faire passer le message à cette direction, pas toujours trivial. Je ne suis pas certain que tous les membres du Césin ou du Clusif arrivent à faire passer les messages qu'ils ont envie de faire passer à leur direction de manière systématique. Donc, je pense qu'une obligation de dire publiquement, bon ben voilà, on s'est fait attaquer, comme si, par ça, voilà, ça mériterait d'être dit. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus, parce que quelque part, personnellement, j'ai pas envie de dire c'est pas bien d'avoir payé la rançon. J'ai récemment fait un papier sur Exagrid, un constructeur d'équipements informatiques, notamment de sauvegarde. Si j'ai écrit qu'ils avaient été attaqués par Conti et qu'ils avaient payé la rançon, c'est pas parce que je trouve ça mal qu'ils payent la rançon. Enfin, dans l'absolu, je suis pas du tout favorable à ça, mais j'estime qu'il y a des cas où, malheureusement, certaines victimes n'ont absolument pas le choix. Non, tristement, pas d'autre option. Et j'ai envie de dire, voilà, soyons un petit peu tolérants vis-à-vis de ça et ne leur jetons pas la pierre. Non, mon problème avec cette entreprise, c'est qu'il y avait eu de sa part absolument aucune communication sur le sujet, que les attaquants indiquaient avoir volé du code source, et que voilà, on a beaucoup parlé des menaces touchant la chaîne logistique du logiciel depuis le début de l'année, avec notamment SolarWinds. Aujourd'hui, un constructeur qui fait du stockage, des attaquants ont accès à son système d'information, des attaquants ont accès à son code source, il n'en parle pas, il ne dit rien sur la sécurité de son système d'information, il refuse de dire quoi que ce soit sur la sécurité de son code source. Est-ce qu'il l'a fait auditer? Est-ce qu'il a fait réauditer ses process de build pour s'assurer que personne ne s'était amusé à mettre des portes dérobées dans les updates qu'il allait pousser à ses clients, etc. etc. Moi, je trouve ça problématique. Mais c'est ça que je voulais souligner. Et enfin, pour répondre à ta deuxième question, celle du financement de la rançon, c'est une question qui est super, super large, et malheureusement extrêmement complexe. On a pas mal tapé sur les assureurs ces derniers mois, parce que oui, il y a eu des paiements de rançon qui sont faits grâce à des assureurs. J'ai entendu parler de cas où des assureurs avaient poussé au paiement de la rançon. Je pense que faut pas leur faire un mauvais procès non plus. Je pense pas que ce soit la majorité des cas. Je pense pas qu'on puisse généraliser et que dire que le fait que les assureurs acceptent de couvrir le remboursement de la rançon, ce soit fondamentalement mal. Je pense que la plupart d'entre eux sont suffisamment grands pour décourager leurs clients de le faire dans la mesure où c'est possible. Après, on a une vraie question sur le paiement de la rançon, c'est de savoir comptablement qu'est-ce qu'on peut en faire.
Si notamment la rançon, elle n'est pas payée par la victime elle-même, mais elle est payée par un tiers qui se dit spécialiste de la remédiation des attaques avec ransomware, ce tiers se charge de la négociation, ce tiers paye la rançon, il fournit une facture. Cette facture, pourquoi je ne la mettrais pas dans ma compta? Pourquoi voilà, c'est un frais d'exploitation comme un autre, potentiellement. La question, elle est peut-être plutôt à poser de ce point de vue-là, en termes de financement des rançons. Accessoirement, j'ai vu une négociation récemment sur un ransomware où la victime demandait aux attaquants une facture. Elle était déçue parce que les attaquants ont dit bah non, on ne fait pas de facture. Mais voilà, la victime avait demandé une facture. Et je pense qu'il te reste le temps pour une question, Marc, au vu des réponses complètes de Valérie. Oui, il y en a une, tu mentionnais. Moi, j'ouvre une parenthèse en disant que lorsque l'on parle de ransomware ou d'intrusion à long terme, quand on appelle les victimes et qu'on a l'information, nous avons, nous, gratte-papier, nous exposons, nous, gratte-papier, au risque de nous faire poursuivre. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois. Dont une chez les sorciers de l'atome. Donc ça existe. Oui, tu insistais particulièrement sur la fragilité, la vulnérabilité, non pas des grandes entreprises, mais des entreprises de taille moyenne, voire petites, celles qui sont spécialisées dans des processus industriels très pointus, etc., qui sont complètement désemparées et surtout qui n'ont pas de véritable connaissance de leurs biens, ce que les Américains appellent par le terme asset. C'est-à-dire qu'ils mettent leur secret de fabrication de processus industriels dans un réseau air-gap bien protégé, etc., mais dont le fichier de prospect client se trouve sur un Citrix partagé par toute l'entreprise. Est-ce que tu vois de la part... Alors, la première réaction qu'on pourra avoir, c'est est-ce que l'ANSSI ou est-ce que les auteurs de cyberlivres, de cyberconseils français sont capables d'expliquer ça aux gens? Parce que jusqu'à présent, depuis 20 ans de cybersécurité, j'ai toujours pas vu le moindre effort d'information dans ce sens-là, et on trouve que la plupart des entreprises de petite taille et de moyenne taille ne sont pas encore capables de déterminer avec précision ce qui est le plus précieux chez eux. Pour eux, on en resté à une vision très artisanale du secret d'entreprise, et la première chose qui ressort, c'est que c'est pas le fichier client. C'est la façon de fabriquer. Enfin, c'est un exemple, il y en a d'autres. T'as raison. Le truc qui est paradoxal et qui est même triste à constater, tu le vois dans certaines négociations, c'est que les attaquants, eux, le mesurent très bien. J'ai pu voir comme ça des cas avec des victimes allemandes où les attaquants disait clairement, voilà, est-ce que vous avez vraiment envie, disait clairement à la victime, est-ce que vous avez vraiment envie que votre propriété intellectuelle, vos secrets industriels sur votre outillage tombent entre les mains de concurrents, qu'on les divulgue, qu'on les vende, parce que c'est ce qu'on va faire, etc., etc. La partie qui est triste, c'est ça, c'est que on est confronté à des petites entreprises, des structures qui n'ont pas forcément su identifier leurs joyaux, qui n'ont pas forcément su les protéger bien comme il faut, mais encore une fois, j'en viens à la conscience de la menace, peut-être parce qu'ils n'avaient pas conscience que la menace était à ce niveau-là, et puis il faut bien reconnaître qu'aussi, elle a vraiment augmenté tellement fort en 2020, et puis même cette année au premier semestre par rapport à 2020, je ne suis pas certain que ça se fait tellement vite, je pense que ça se fait trop vite en fait pour que ceux qui ne se sont jamais posé la question, qui ne s'en sont jamais inquiétés véritablement, puissent tous avoir appréhendé l'ampleur du problème aujourd'hui. Typiquement, l'an dernier, j'avais compté plus de 130 victimes de ransomware en France. Mi-juin, je crois que c'était au 17 juin ou au 18 juin, j'avais déjà compté autant pour cette année.
Et sur 2020, dans le monde entier, j'avais compté de mémoire quelque chose comme 1650 victimes de ransomware. Aujourd'hui, j'en suis à peut-être 200 de ce chiffre-là. Donc sur 6 mois. Et je disais il y a quelques jours que je m'attendais à ce qu'en fait on arrive on atteigne le nombre de l'an dernier, qu'on l'atteigne aux alentours de la mi-juillet. Probablement. Donc je ne pense pas que les gens prennent conscience suffisamment vite. C'est pas leur faute, c'est juste que ça va trop vite. L'accélération est juste considérable. C'est pas juste un effet de loupe, c'est pas juste parce qu'on améliore la visibilité, c'est véritablement l'activité des attaquants a progressé, s'est intensifiée de manière considérable. Et puis, là où c'est paradoxal et tristement paradoxal, c'est que les attaquants, eux, mesurent quand même vachement bien ce qui est précieux pour les entreprises et pour leurs victimes. Merci beaucoup. Marie, est-ce que tu as noté des questions pour Valérie ? Alors, je remonte le fil avec mes petites questions. Et donc, effectivement, il y avait un certain nombre de questions. Je laisse de côté la dernière. Raina vient de dire qu'elle l'aborderait en table ronde. Donc, j'ai une question déjà de Muriel Tivierge-Batut qui demande quel type de profil psychologique ont ces attaquants? Peuvent-ils être récupérés pour des activités licites ou jamais? Finissent-ils par monter leur boîte de cyber? Quelle est leur vie? Waouh. Alors ça, c'est difficile à dire. Ça dépend d'un groupe à l'autre. Et puis même, en fait, ça dépend même pas d'un groupe à l'autre. Ça dépend véritablement d'un acteur à l'autre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, malheureusement, généralement, on parle, allez, on va parler du ransomware Conti, on va parler du ransomware Sodinokibi, on va parler d'Avadon, on va parler de DarkSide. Et puis, derrière le nom de ce ransomware, on a tendance à imaginer un gang qui est monolithique. C'est pas du tout ça. Ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un ransomware avec des gens qui l'opèrent, donc qui chapeautent le truc, donc qui opèrent ce qu'on appelle une plateforme de ransomware en mode service. Et puis derrière, il va y avoir des attaquants qui vont demander hey, dis-moi, est-ce que tu m'acceptes pour que je vienne bosser avec ton ransomware en mode service? Et puis on va se partager les gains à chaque fois qu'il y a une rançon qui est payée. Donc il faut déjà distinguer en fait les opérateurs de ces plateformes de ransomware avec service des attaquants eux-mêmes. Les attaquants eux-mêmes, je pense que ce sont des gens qui sont extrêmement opportunistes. Il y en a qui sont beaucoup plus professionnels que d'autres. L'examen de certains paiements de rançon m'a fait ressortir un acteur qui semble impliqué dans le domaine au moins depuis la fin 2017. Donc il a déjà un petit peu de bouteille dans le secteur. Certains sont extrêmement professionnels et très méthodiques, c'est-à-dire qu'on s'en rend compte dans les négociations. Ils vont vraiment démarrer la négociation toujours de la même manière. Ils vont avoir une convention de nommage qu'ils vont appliquer de manière systématique pour les fichiers, pour les éléments qu'ils vont transmettre aux victimes. Ils vont toujours relancer la conversation avec les mêmes phrases clés. C'est pas que ce soit des automates, que ce soit des bots, c'est vraiment qu'ils sont super méthodiques. Et super professionnels. Et puis on les voit d'ailleurs parfois passer d'un groupe à l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, on va voir l'acteur qui va présenter ce profil, cette méthode de communication avec sa victime. D'un coup, on va arrêter de le voir travailler avec tel ransomware, avec tel gang, et puis on va commencer à le voir travailler avec un autre. Donc les gars bougent d'un gang à l'autre. Les attaquants, franchement, je ne saurais pas dire s'il y en a qui sont récupérables, entre guillemets, ou pas, pour faire des activités licites. Le fait est que la plupart travaillent dans des pays qui sont dans la zone d'influence russe. C'est bien pour ça que, d'ailleurs, ils refusent d'aller taper les victimes des entreprises dans cette zone-là. J'ai vu le cas avec des attaquants d'Avadon qui ont accepté de donner gratuitement l'outil de déchiffrement à des victimes au Kazakhstan et en Arménie, en s'excusant platement, et dans l'un des cas en disant s'il vous plaît, prévenez pas la police. Voilà.
ils profitent d'une ignorance bienveillante des autorités locales. Et franchement, quand on compare ce qui peut se faire potentiellement sur juste un coup, et qu'on rapporte ça au salaire dans ces pays, je pense pas qu'il y ait grand-chose à attendre. Le ratio est juste pas favorable à ça. Le delta est considérablement trop énorme pour que des activités légales et complètement licites soient attractives pour eux. On l'a bien vu avec les mules du groupe Klopp qui ont été arrêtés récemment en Ukraine. Ce n'étaient que des mules, mais la petite part qu'elles arrivaient à se faire en participant, en contribuant au blanchiment de l'argent collecté à travers les rançons n'était déjà suffisante pour qu'ils puissent avoir vraiment la belle vie. Dans un contexte pareil, personnellement, je ne les vois pas arrêter. Jean-Phi, on t'a perdu? Non, je suis là. Tu réfléchis? Comme dirait mon neveu, il ne sait pas dire réfléchir, alors il dit je réfléchis. Je reviens juste sur une des dernières choses que tu as dites dans ton intervention, parce que je souhaite te le faire reclarifier, tu vas voir combien méchant je suis. Donc je reformule et tu me diras si tu es d'accord ou pas. Il y a Éric Barbry qui est avocat au barreau de Paris, que tu connais peut-être d'ailleurs, et qui a écrit une chronique sur Alliancy qui dit « Ransomware, faut-il mieux payer un voyou ou laisser crever une entreprise ?» Donc je ne sais pas si tu as vu cette sortie. En tout cas, le titre te laisse présager du contenu de l'article. Et il me semble que tu as dit en filigrane tout à l'heure, il y a des fois où on n'a pas le choix, il vaut mieux payer. Je voulais juste revenir là-dessus pour être sûr que c'était ça ou que, parce que tu as dit j'admire, je loue, je rends grâce à ceux qui disent on paye pas, cassez-vous et on se débrouille tout seul. Mais parfois on est dans la situation, une PME, une TPE, où si tu payes pas, t'as pas d'informatique, t'as pas de DSI, t'as pas externalisé, où tout s'est planté, t'as mis sur un Amazon et tu as laissé ton SSH ouvert, etc. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce qu'il y a parfois des raisons légitimes de payer, mais qu'après, ça veut dire qu'il faut quand même faire intervenir des pros pour que plus jamais ça ne revienne? Alors, de toute façon, qu'on paye ou pas, faut faire intervenir des pros pour faire le nettoyage. Il n'y a pas de question là-dessus. Maintenant, pour revenir sur ton point de départ, à savoir, vaut-il mieux laisser crever une entreprise ou payer un truand, je poserai la question différente, sous un angle différent. Parce qu'en fait, cette question oppose intérêt privé avec intérêt collectif. Si on considère qu'il est dans l'intérêt collectif que jamais de rançon ne soit payée et qu'il faut que l'intérêt public prédomine, le corollaire, c'est est-ce que le collectif est prêt à épauler, à compenser, entre guillemets, la perte pour la victime. Si en définitive, la victime, pour sauver son entreprise, pour sauver son activité, n'a pas d'autre solution que de payer, mais qu'à l'échelle collective de la société, on dit qu'il ne faut pas payer, on veut interdire de payer, ok, vous interdisez de payer, très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous offrez comme alternative, comme compensation, soit pour vous assurer que, le patron ne va pas se retrouver à la rue avec ses dettes quand même à continuer de payer du jour au lendemain, une fois qu'il aura mis la clé sous la porte, que peut-être ces employés vont pas se retrouver tout de suite au chômage, ou voilà, comment dire, qu'est-ce qu'on imagine comme mécanisme pour qu'en définitive la victime ne soit pas non seulement une victime d'un truand,
mais aussi victime de l'intérêt général.